Merci de votre accueil. Je vais me confesser que il y a 25 ans, si on m'avait demandé de parler ici, j'aurais tenu l'idée qu'une langue, qu'avoir un dispositif de protection linguistique, c'est un aveu de faiblesse, puis qu'une langue doit être parfaitement capable de se défendre d'elle-même. J'ai beaucoup changé d'idée sur ces questions-là pour toutes sortes de raisons. Je ne vous ferai pas mon parcours personnel. Euh, je peux vous raconter que j'ai, par exemple, fait des recherches qui m'ont amené à la Real Academia Española à Madrid, où j'ai vu comment fonctionnait le système linguistique normatif espagnol. Où en la langue espagnole, notamment, il y a 23 académies de la langue. Hein. Il y en a même une en Guinée équatoriale. Donc, les 23 académies travaillent ensemble en réseau, chacune définissant sa norme nationale et travaillant ensemble à une norme internationale et signataire du grand dictionnaire de la Real Academia Española à Madrid. Ça, c'est un exemple. J'ai aussi allé à Jérusalem, j'ai rencontré des gens de l'Académie de la langue hébraïque qui fait à peu près le travail de l'OQLF. La langue hébraïque ayant été reconstruite pratiquement de toutes pièces il y a un siècle et qui se démène avec des problèmes de vocabulaire, d'imposition de termes nouveaux en hébreu. Je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec un des linguistes qui disait on a essayé pendant 40 ans d'implanter un terme comme cassette, le mot hébreu, je ne me rappelle pas du mot hébreu pour cassette. Il dit ça ne marchait pas parce que tout le monde utilisait le terme cassette. Jusqu'à ce qu'un DJ à la mode utilise le mot hébraïque de cassette, puis là, il dit la mayonnaise a pris. Donc, j'ai vu que ce travail-là se fait partout. Et je vous invite d'ailleurs à lire, si vous avez consulté le site web du professeur Leclerc, Aménagement linguistique dans le monde, qui répertorie toutes les pratiques d'aménagement linguistique. Et on découvre que tous les pays dans le monde ont des systèmes officiels, officieux, nationaux ou locaux de protection linguistique et que le Québec, dans ce cas-là, fait nullement exception. Les champions là-dedans sont évidemment les anglophones, qui sont très forts là-dedans. D'ailleurs, ils ont inventé la protection linguistique. Les Statutes of Pleading de 1362 sont la première loi linguistique en Europe qui a essentiellement déclaré l'anglais comme langue officielle des tribunaux britanniques. Ça, c'était 615 ans avant Camille Lorrain. Cela dit, il y a une chose aussi que j'ai compris en regardant le cas de l'espagnol, en regardant le cas de l'anglais, parce que parallèlement à mon travail de journaliste francophone, j'ai aussi une carrière en anglais, donc j'étais un peu parti de cet univers-là. Puis je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la loi 101, ça fonctionne. Elle a ses défauts, elle a ses problèmes d'application. Mais son principal problème, c'est qu'elle est strictement défensive. On regarde la ligne bleue. Et ça, c'est peut-être dû à une espèce de myopie qu'on a développée du fait de l'histoire particulière du français au Canada et pour élargir aux États-Unis. Parce que dans le fond, dans le monde, il y a environ 2 ou 3 endroits où le français a été marginalisé historiquement. Ça a été au Canada et aux États-Unis. Partout ailleurs, le français, où il est pratiqué, il est socialement non marginal. Il est un instrument de promotion sociale. Dans la plupart des pays où il est, en tout cas où il y a statut de langue officielle, et dans de nombreux autres pays. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Donc, et je vais probablement arriver à argumenter un jour que la meilleure défense du français au Québec, ça va être quand on va être capable de marquer des buts ailleurs. Donc, d'aller voir au-delà de la ligne bleue, au-delà de la défense, pour porter cette question-là ailleurs. Mais avant de rentrer un peu dans les réseaux, je vais vous parler un peu du français comme phénomène mondial. Bon, il y a 6000 langues dans le monde. Hein, certains disent 5000, mais ça dépend des définitions des linguistes. Environ 8 parlées par 100 millions de personnes et plus, dont le français, qui est à peu près 5/6e. Bon, dans cette brochette de langue-là, il y a tout. Hein?
À peine 90 langues sont parlées par plus de 10 millions de personnes. 140 langues sont parlées par 1 à 9 personnes. Le Yushi, par exemple, en Arkansas, ils sont 5, dont 2 sœurs qui ne se parlent plus. Donc, c'est la sociologie des langues, même à 5. Combien il y a de francophones dans le monde? Question à géométrie variable. On peut dire 75, on peut dire 275 millions, puis on peut dire 470 millions. 75 millions, 80 millions, c'est à peu près le nombre de francophones de langue maternelle française. Mais il y a 275 millions de francophones fonctionnels selon les chiffres de l'Observatoire de la langue française. Mais si on considère seulement le cas des 33 pays où le français a le statut de langue officielle, on aurait une population de 470 millions. Donc, selon la manière qu'on veut le regarder, il y a 3 chiffres. Mais c'est pas exceptionnel, c'est pas particulier au français, cette situation-là, parce que toutes les langues internationales sont dans une situation un peu à géométrie variable. Il y a, évidemment, le nombre de locuteurs n'est pas le seul critère qui fait qu'on peut dire qu'une langue est en santé internationalement ou pas. Je n'irai pas dans le détail, il y a 5 ou 6 grandes études qui ont été faites. The 10 Most Influential Languages, George Weber, les baromètres des langues de Louis-Jean Calvet, Languages of Business de Bloomberg, Global Language Network de MIT, Which Country Study Which Language de Duolingo, puis Power Language Index du professeur Chan de Toronto. Toutes ces études-là ont 2 points communs. La première, c'est que toutes placent le français 2 ou 3e langue au niveau international en termes d'influence, parce qu'on considère toute une série de critères, pas seulement le nombre de locuteurs. Puis, l'autre affaire, c'est que toutes ces études-là, sauf une, sont faites par des anglophones. Donc, on ne peut pas dire qu'il donne un avantage au français, même que celle qui est faite par un francophone, celle du professeur Calvet, est celle qui place le français 3e, presque 4e. Donc, on peut dire qu'on est assez solide quand on dit que le français est une grande langue internationale. Et j'ai même inventé mon propre indice en faisant une présentation un peu par hasard. Je me suis amusé à faire 2 tableaux. 2 colonnes, puis j'ai fait un rapport entre les deux. Je vous ai parlé tantôt de 75 millions de francophones, 275 millions de francophones. Mais quand on fait le rapport entre les deux, là, ça donne un rapport de 3 pour 1. Puis quand on fait la même affaire pour des chiffres à peu près des mêmes sources pour l'anglais, on tombe à peu près à 1 pour 1, 1,5 pour 1. Puis en fait, l'anglais et le français sont les 2 seules langues où il y a plus de locuteurs secondaires que de locuteurs de langue maternelle. En fait, le français est beaucoup plus international par nature, on pourrait même dire multiculturel, que l'anglais. Et après ça tombe très vite. L'arabe à 0,8 environ, puis l'espagnol à 0,2. Ça descend assez rapidement le japonais à presque 0. Hein, parce que tous les nipponophones sont au Japon, mais ils sont japonais. Dans une très grande proportion. Puis c'est à peu près la même chose dans le cas du mandarin. Je l'ai appelé l'indice NATO par vanité, mais bon, c'est pas. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il y a 120 millions de personnes dans le monde qui apprennent la langue française. Ça occupe environ le quart des professeurs de langue sur la planète. Les chiffres sont étonnants. 1 700 000 Américains apprennent le français. Bon an, mal an. Autant d'Allemands. 2 300 000 Italiens, 1 500 000 Syriens, bon là il y a peut-être d'autres choses à faire en ce moment, là, mais 1 million d'Espagnols, autant de Nigériens, des Nigériens du Nigeria, là, okay? Parce que la langue française est langue seconde obligatoire au Nigeria maintenant. Des Ouzbeks, des Néerlandais, des Portugais. Au Portugal, 23% de la population est francophone, tout en étant lusophone, bien évidemment, puisque c'est leur langue nationale. Et donc on a un portrait comme ça qui est extrêmement disparate et varié. Et on a toutes les raisons d'être fiers d'appartenir à cette langue-là. Et le français lui-même, j'ai parlé tantôt de langue à géométrie variable, j'ai parlé du nombre de locuteurs, mais il y a comme 4, 5, 6 chiffres qui sont intéressants. Je les donne tout de suite. 1, 33, 54, 90, 140, 200, bonsoir. Donc, ben, 1, c'est pour le pays où le français est majoritaire, largement, c'est la France. 33, c'est le nombre de pays où il y a le statut de langue officielle.
54, c'est le nombre de pays qui sont membres officiels de l'OIF. 54 ou 55 maintenant. 90, c'est le nombre de pays membres de l'Agence universitaire de la francophonie, qui est une des plus grandes agences dans le monde, avec 830 institutions membres. 140, ça c'est le nombre de pays où il y a des alliances françaises et des lycées et collèges français. Puis 200, ça c'est des pays qui reçoivent TV5 Monde. Mais en fait, ça nous montre que le français est une grande langue internationale, une grande langue d'affaires, une langue de création intellectuelle qui est partout implantée. La francophonie représente environ 20% des échanges commerciaux dans le monde, 14% du revenu mondial. Entre 28 et 31 pays africains sont francophones, sur 54, c'est une question de définition ici. L'Algérie, par exemple, n'est pas officiellement francophone. Ça tient à leur histoire particulière. Bien que ce soit le deuxième grand pays francophone, ils ne le sont pas officiellement. Bien que ce soit également le deuxième plus grand membre de l'Agence universitaire de la francophonie, en tout cas dans les 4 premiers, mais ils ne sont pas francophones officiellement. Mais ça, il faut les comprendre, puis c'est comme les Américains qui ne sont pas membres du Commonwealth, pour exactement la même raison. C'est leur histoire. Et c'est ce qui nous amène à l'idée qu'au fond, la langue française, parce qu'elle est mondiale, a une histoire variée dans tous les pays. Et donc des cultures, une façon de voir le monde complètement différente, une façon de voir la langue complètement différente. Et ça fait de nous des animaux très, très similaires sociologiquement aux hispanophones ou aux lusophones ou aux anglophones. Je vous cite le maréchal Lyautey, qui était un grand général français, mais également membre de l'Académie française, qui disait qu'une langue, c'est un dialecte avec une armée, une marine, puis une aviation. C'est une boutade intéressante, mais c'est faux. C'est faux parce que, je vous donne un exemple très, très simple. Le français a plus progressé en Afrique après la période coloniale que pendant. Très largement. Par exemple, je vous donne des statistiques du Mali. Au Mali, en 1960, 60 000 personnes parlaient français. En 20 ans plus tard, il était 500 000. Puis au début des années 2000, il était 2 millions. Donc, pourquoi? Ben, c'est parce qu'il était demandeur. C'est parce que le français pour eux représentait quelque chose de fort. Et conditions de citoyenneté, de vote, d'administration. Je me rappelle d'avoir été au Sénégal et j'avais rencontré mon guide. M'avait dit, on était devenus assez amis au parc de Nicolas-Coba, puis il m'avait dit envoie-moi des livres. Je dis veux-tu un dictionnaire français-anglais? Il dit non, il dit je suis trop occupé avec le permis de conduire. Il dit ça passe en deuxième, le permis de conduire. L'anglais, c'est pas nécessaire pour moi. Et donc, ça, c'était un Sénégalais Dar es Salaam, à côté de Nicolas-Coba, dans le fond du Sénégal, à Tambacounda. Et pour lui, c'était le reflet de millions reflet de l'attitude de millions d'Africains vis-à-vis de cette langue-là. Mais ce qu'on remarque en ce moment, je l'ai écrit, je pense que ma dernière chronique était là-dessus, on voit maintenant les principales villes du monde francophone qui étaient Paris, Montréal, Bruxelles, devenir Kinshasa, Dakar, Alger, Casablanca. Et bien évidemment, Kinshasa, Paris, Dakar, Abidjan, Montréal, là, ça se place comme ça, là, avec Bruxelles 12-15e. Donc, on rentre dans un univers comme ça suscite des brassages extrêmement intéressants. On est là. On a des Boucard Diouf, quand on y songe, un humoriste sénégalais né près de Joal, venu étudier, faire son doctorat sur les comportements de l'éperlan en eau glacée, et qui est resté. Mais ça donne des Stromae, qui est au belgo-rwandais, ça donne des Mika, qui est un chanteur qui parle très bien français, mais qui est libano-britannique. Ça donne des prix Goncourt qui s'appellent Amin Malouf, André McIntyre, Benjeloun, Assia Djebar, Jonathan Littel et Atik Rahimi. Ça donne des Sioran, des Kundera, des Nancy Houston. Ça donne des caisses de dépôt avec un Michael Sadia, puis avec un Lescure, puis un Maquital. C'est ça le brassage francophone, et on est là-dedans. Et ça suscite aussi toutes sortes de choses. Au niveau de la langue française, j'ai parlé tantôt de la norme.
on constate en ce moment que, suite au brassage, et suite à l'histoire particulière du français au Québec, le français de la norme québécoise est en train de devenir une norme internationale. Je vous donne un exemple. J'utilise à tous les jours, pratiquement quand j'écris, le grand dictionnaire terminologique de l'OQLF. Et à l'OQLF, on m'a dit que ils reçoivent chaque année 50 millions de demandes d'informations sur le grand dictionnaire terminologique. La moitié de ces demandes-là, la moitié de 50 millions, vient d'Europe. C'est 25 fois plus que n'en reçoit l'Académie française sur son site web à chaque année. Et donc, le Québec, en essayant de régler ces problèmes, est devenu un foyer de normes. De même, au niveau de la féminisation et titres et fonctions. Les titres et fonctions qu'on a fait en 1977. On a tout fait rire de nous autres. Mais les Belges ont adopté le système québécois en 1993 en l'adaptant à la réalité. Les Suisses l'ont fait 10 ans plus tard. Puis là, on est en train d'encercler les Français bien comme il faut. Mais tout ça pour dire que tout ça fait J'ai assisté à une présentation de l'organisation l'OPAL. C'est un réseau des organismes de protection de l'aménagement linguistique. La dernière fois, ils sont réunis au Québec et on voit les Français notamment regardent ce que les Québécois font avec des larmes aux yeux, littéralement, en terminologie. Donc, il se fait des grandes choses ici, puis on est considéré comme exemplaire au niveau de la langue. Et moi, j'anticipe qu'on verra dans 25, 30, 40 ans apparaître des académies francophones au Québec, comme il y en a déjà une en Belgique. Évidemment, une en France qui n'est pas très bonne, peut-être qu'il y en aura une autre pour la remplacer. Mais en Algérie, ailleurs, des réseaux comme ça qui vont s'établir. Et évidemment, j'arrive à mon point des réseaux. On est, dans la question des réseaux francophones, dans une situation extrêmement particulière au Québec où le gouvernement est en avance sur la population. C'est très, très curieux. On dit aux Québécois, il existe des réseaux francophones, on dit aux éditeurs québécois, on dit parler au public francophone en dehors, puis ils disent, ouais, mais ils vont dire, soit qu'ils vont avoir deux réactions. Ils vont dire soit, ah ben, il n'y a pas de. C'est qui parle le français en dehors du Québec? Ou ben non, ils vont dire, ça ne les intéressera pas le Québec. Alors qu'au contraire, il y a de la demande de façon incroyable. Quand on considère que, par exemple, à l'Alliance française de Lima, sur le tiers des 20 000 membres, sont membres parce qu'ils veulent immigrer au Québec. Donc, il y a de la demande, puis il y a des réseaux. Donc, dans l'appareillage québécois, qui est donc dans l'offre québécoise qui vient du gouvernement, on a l'AIEQ, par exemple, l'Association internationale des études québécoises. Il y a le Centre de la francophonie des Amériques, qui est toute la nouveauté relative, là, de 8-9 ans. Évidemment, il y a la vingtaine de délégations et bureaux du Québec. Là, finalement, le gouvernement du Québec s'est décidé à ouvrir quelque chose en Afrique. Puis là, ça va bien. Ils vont ouvrir un deuxième bureau, peut-être au Maroc. France-Québec, Québec-France, mais ça. Et évidemment, il manque des choses. Et je pense que j'ai assisté la semaine dernière, non, il y a quelques semaines, j'ai assisté, pas juste assisté, j'ai participé à une réunion de Culture Montréal sur le français et le numérique. Atout ou obstacle, point d'interrogation. Mais ce qui était très évident à cet endroit-là, c'est qu'il y en avait là un groupe relativement jeune de francophones qui percevaient qu'il y avait quelque chose en dehors, mais il n'y avait pas d'informations sur les réseaux. La plupart des Québécois ne savent pas c'est quoi l'Alliance française. Probablement parce qu'il n'y a plus d'Alliance française au Québec, mais l'Alliance française, c'est un réseau d'environ 1 millier d'associations locales d'enseignement de la langue française et de la culture francophone en général, c'est le mandat actuel. Certaines de ces alliances françaises-là sont gigantesques, avec des très très grosses bibliothèques à New York, partout. Il y en a des milliers, il y en a environ 1 millier dans le monde. Fédération internationale des professeurs de français, plus de 80 000 membres dans le monde. Une centaine d'organisations nationales. La plus grosse étant l'American Association of Teachers of French, l'association américaine des professeurs de français, plus de 10 000 membres. Je me suis amusé pour l'apparition de mon dernier livre sur les Français, qui est paru en anglais, chez St. Martin's Press, puis j'ai fait une liste aux États-Unis de 300 associations francophones, juste aux États-Unis. Puis pas juste des clubs de pétanque, là, au contraire.
Donc, il y a 30 secondes, une minute, juste pour finir. Donc, il y a les lycées collèges français, il y a au Canada les écoles d'immersion française. Hein. Vous savez qu'au Canada, 10% des élèves anglophones, des commissions scolaires anglophones, étudient en immersion française à 100% du temps pour les premières années, puis après ça, bien, ça va dépendre un peu de l'orientation de la commission scolaire. Il n'y a aucune démarche qui est faite par personne au Québec pour prendre une petite valise, puis aller se promener dans ces classes-là, puis mettre des posters du Québec dans ces classes-là. J'en ai déjà parlé au gouvernement, quelqu'un d'un ministère qui m'a dit « Ah, ben, on ne peut pas faire ça parce que les posters, c'est touristes, les écoles, c'est éducation, puis hors Québec, c'est secrétariat aux affaires gouvernementales canadiennes. » Ben, arrangez-vous, torieux. Donc, et j'arrive à mon point final. Là, je n'ai pas le temps de vous parler de l'Agence universitaire de la francophonie, mais l'histoire de la langue française est une histoire d'entrepreneur. On a cette fiction de la norme officielle, mais en réalité, la langue elle-même a été construite et la norme de la langue a été construite par du monde entreprenant. Bien avant l'Académie française, Richelet, Furtière ont fait des dictionnaires. Après ça, Larousse, c'est devenu des grandes marques internationales. Le français, contrairement à l'espagnol, en fait, est très très proche de l'anglais dans son espèce de structure normativo-commerciale. Okay? Et en fait, puis quand on regarde l'histoire de l'Alliance française, puis quand on regarde l'histoire de l'Alliance israélite universelle, l'AIU, qui est l'ancêtre de l'Alliance française, on se rend compte que cette machine-là diplomatique française, qui a été partiellement cooptée par le gouvernement, est une création strictement privée d'un groupe de personnes qui ont dit « Hey, ça va faire, là, on va faire la promotion du français. » En conclusion, ça. Ben, je reviens sur la première phrase, une des premières phrases que je vous ai dit. Quand on va avoir pris conscience de ça, on va être capable de marquer des points, puis on va être capable de mieux défendre le français chez nous. Merci. Merci beaucoup.